le devoir de vigilance a été adopté il y a 2 ans et demande aux plus grandes entreprises françaises d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à identifier et prévenir les risques d'atteinte grave aux droits humains, à la santé et sécurité des personnes et à l'environnement. Et les activités couvertes par le plan sont celles de la société, de ses filiales contrôlées et des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels il existe une relation commerciale. Ce plan doit comprendre, entre autres, une cartographie des risques destinés à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation, des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales et sous-traitants et fournisseurs concernés, des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves, plus précisément un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements. Alors, l'analyse des premiers plans publiés réalisés par les cabinets BEL, Evolution et EDH en 2018 ont mis en lumière le fait que les mécanismes d'alerte sont peu détaillés dans les plans de vigilance publiés en 2018 en France d'une part, d'autre part qu'ils doivent être renforcés. Quel dispositif d'alerte et de recueil des signalements au niveau siège? C'est le thème de ce 5e webinaire, qui se penchera sur la question comment mettre en place un mécanisme d'alerte. Donc, pour répondre à cette question, nous avons avec nous Frédéric Lelouch, secrétaire confédéral en charge des questions de RSE et de gouvernance à la Confédération française démocratique du travail, CFDT, et M. Yves Nissim, adjoint du directeur exécutif RSE Groupe Orange. Donc, Mme Lelouch expliquera le rôle des syndicats dans ces mécanismes et leur vision de ce que doivent être et comment doivent fonctionner ces mécanismes. Et M. Nissim partagera avec nous comment Orange a mis en place son mécanisme. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais juste, en guise d'introduction, peut-être dire un petit mot sur l'implication de la CFDT sur ces sujets. En fait, la CFDT, donc la Confédération française démocratique du travail, hein, la première organisation syndicale française, est depuis longtemps, en fait, mobilisée pour une mondialisation plus juste, pour placer l'humain davantage au cœur, pour une responsabilité des chaînes de valeur. Et dans les débats là autour de la question de la finalité de l'entreprise, pour donner davantage de place aux travailleurs et à la représentation des travailleurs dans l'entreprise. Donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la mobilisation de la CFDT sur la question du devoir de vigilance, sur la protection des lanceurs d'alerte. Et du coup, je vais faire ma présentation sur les dispositifs d'alerte de recueil des signalements dans 2 législations. Juste pour commencer, en fait, en France, juste quelques éléments de contexte sur la question du signalement, la question de l'alerte. En fait, on a un terreau culturel en France où il y a un peu une aversion de la dénonciation. On n'est pas à l'aise avec la dénonciation de pratiques à risque. Ça tient à la culture, à la tradition juridique française qui est davantage étatiste par rapport à d'autres cultures ou aux États-Unis, où notamment il y a une culture plus individualiste sur le plan juridique et donc il est plus légitime qu'un individu soit garant de l'ordre collectif. Donc ça, c'est quelques éléments de précision d'où on part. Le droit d'alerte en France, il a été construit comme collectif. C'est en fait le droit exercé par les représentants du personnel qui couvre les cas d'harcèlement sexuel moral, de discrimination, de risques graves pour la santé publique et l'environnement, pour les dangers graves pour la vie ou la santé des travailleurs. Il y a aussi le droit d'alerte économique qui est reconnu aux représentants du personnel quand ils constatent des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Et enfin, depuis 2005, un droit d'alerte en matière sociale qui reconnaît, en cas de recours abusif aux contrats précaires. En 2006, les conseils d'État a souligné le manque de vision d'ensemble, d'écoulement de l'amoncellement de toutes ces règles éparses. Et on a un millefeuille législatif dans lequel il est un peu difficile de se repérer. C'est là qu'a été adoptée la loi Sapin 2, que je vais relier à la loi sur le devoir de vigilance qui nous réunit ici, tout simplement parce qu'en fait, les 2 législations adoptent une même logique de prévention des risques, même si
bien des sujets les distinguent, mais voilà, elles sont applicables toutes deux à tout domaine d'activité et disposent toutes deux d'un mécanisme d'alerte. Je vais scinder ma présentation en deux temps. D'abord en s'attachant à regarder quels sont les mécanismes et les protections offertes par ces deux législations. Et enfin, un point sur quelques pratiques et recommandations. La première question, c'est de savoir qui peut lancer une alerte. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? La loi Sapin 2, dans son article 6, nous précise que le lanceur d'alerte, c'est une personne physique, un citoyen, un agent public ou un salarié, un collaborateur, signalant ou révélant la violation d'un engagement ou de normes internationales, etc. Donc, c'est une personne physique. La loi sur le devoir de vigilance, elle, l'ouvre aux personnes morales. Donc, ça peut être une personne physique également, une victime, un collaborateur, un salarié, mais les personnes morales également peuvent effectuer un signalement. Une personne morale, donc une ONG, un syndicat. Et par ailleurs, alors que la loi Sapin 2, donc sur la lutte anticorruption principalement, nous indique qu'il s'agit d'un salarié principalement, enfin, c'est un mécanisme interne, la loi devoir de vigilance l'ouvre à des parties prenantes externes. Donc, on y reviendra. Les sujets de l'alerte, sur quoi on peut signaler, sur quoi on peut alerter. La loi Sapin 2 donne possible le fait de signaler un crime, donc un viol, une torture, un attentat par exemple, un délit, fraude fiscale, corruption, abus de biens sociaux, abus de confiance, prise illégale d'intérêt, délit de pantouflage, trafic d'influence, usage illégal de fonds publics, harcèlement moral, sexuel, discrimination. Une violation grave et manifeste d'un engagement international de la France. Alors là, de quoi on parle ? Des conventions des Nations Unies sur les droits humains, les conventions de l'OIT, etc. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que c'est pas mal. Les directives ou les règlements européens. Ça peut être une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement, donc par exemple un détournement de pouvoir, le non-respect caractérisé des règles d'hygiène et de sécurité, ou bien une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, par exemple des risques avérés ou atteintes à la santé publique, à la sécurité publique, à l'environnement, l'optimisation fiscale agressive, etc. Sont exclues les informations protégées par le secret médical, les informations issues des relations entre un avocat et son client et les éléments de secret défense. Par ailleurs, il faut que le lanceur d'alerte soit ait personnellement connaissance des faits, qu'il soit désintéressé, c'est-à-dire ne pas tirer un bénéfice, ne pas attendre un profit personnel ou agir en représailles, et être de bonne foi. Donc ça veut dire avoir la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment de l'énoncer. La loi devoir de vigilance, elle, couvre les risques d'atteinte grave aux droits humains, à la santé, sécurité, à l'environnement. C'est beaucoup plus large et moins précisé. Il y a moins de précision, évidemment, dans cette loi. Alors, comment signaler ? À qui on adresse une alerte ? La loi Sapin 2 prévoit pour les agents publics, pour les salariés du secteur privé, les employés dans les organismes dépassant certains seuils, une procédure graduée avec 3 paliers. Donc, la procédure normale, c'est le palier 1, saisir d'abord la voie interne, c'est-à-dire un supérieur hiérarchique direct ou indirect, l'employeur ou le référent désigné par l'employeur. Je vais y revenir. Le palier 2, ensuite, s'il n'y a pas eu de traitement de l'alerte par la voie interne dans un délai raisonnable, c'est adresser le signalement au régulateur, c'est-à-dire à l'autorité judiciaire, le procureur, le juge, l'autorité administrative, donc ça peut être le préfet, les inspections, l'Agence française anticorruption, l'Agence régionale de santé, etc., ou l'ordre professionnel compétent, l'ordre des avocats, des médecins, des experts comptables, des notaires, etc. Et enfin, palier 3, si l'alerte n'a toujours pas été traitée dans un délai de 3 mois, l'alerte peut être rendue publique.
Comment? Par les médias, les associations, les ONG, les syndicats. Il y a une procédure exceptionnelle en cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles. Là, le lanceur d'alerte peut saisir immédiatement le régulateur, donc le palier 2 dont j'ai parlé, voire directement le palier 3, c'est-à-dire le public, les médias, les ONG, les syndicats. Mais en aucun cas, le lanceur d'alerte doit prendre l'initiative de divulguer l'identité de là ou des personnes mises en cause par le signalement. Or, les personnes autorisées à en connaître dans le cadre de la procédure. Alors, qui est le référent dont j'ai parlé? Ça, en fait, c'est le choix de désigner un référent, c'est laissé à l'employeur. L'identité du référent est précisée dans la procédure de recueil des signalements. Donc, il peut s'agir d'une personne physique ou de toute entité de droit privé dotée ou non de personnalité morale. Ça peut être, par exemple, le déontologue dans la fonction publique, ça peut être le directeur éthique dans le privé. Certaines entreprises peuvent avoir choisi de nommer le directeur des ressources humaines, c'est assez ouvert. Le référent, il peut être aussi extérieur à l'entreprise, mais il est toujours soumis à une obligation de confidentialité. Il y a une condition, c'est que ce doit être une personne qui dispose à la fois de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de sa mission. Alors, un syndicat, bien que ce ne soit pas expressément prévu par la loi, les acteurs syndicaux de l'entreprise peuvent à minima questionner, voire faire des contre-propositions en matière de désignation du référent. Il est tout indiqué qu'il soit associé à la désignation du référent. Le défenseur des droits, en fait, c'est l'autorité administrative qui est en charge de l'orientation de la protection des lanceurs d'alerte. Que l'alerte soit lancée par un citoyen, un client, un usager ou un travailleur, lui, il ne traite pas l'alerte, mais il aide l'ensemble des lanceurs d'alerte à s'orienter à toutes les étapes de leur démarche du signalement et il veille au respect de leurs droits et de leurs libertés. Le défenseur des droits, il a par exemple la mission de protéger le lanceur d'alerte de toutes les mesures de rétorsion ou de représailles. Dans la loi devoir de vigilance, le mécanisme doit être établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la dite société. Là, je vais y revenir dans la partie 2. Je voudrais aborder maintenant la question de la protection des lanceurs d'alerte. En fait, pour bénéficier de la protection, les lanceurs d'alerte doivent respecter les conditions posées par la loi Sapin, donc dans le cas de la loi Sapin, en particulier les procédures de signalement qu'on a vues. Et à ces conditions, les lanceurs d'alerte peuvent avoir une protection dans le cadre du travail. Donc, c'est-à-dire qu'il est protégé contre le licenciement, contre les sanctions, contre toute discrimination. L'agent public ou le salarié peut être réintégré dans son emploi en cas de révocation, en cas de licenciement. En cas de licenciement consécutif à une alerte, il est possible de saisir le Conseil des prud'hommes ou le juge administratif dans le cadre d'un référé demandant la suspension du licenciement. Il y a une irresponsabilité pénale, sauf dans le cadre du secret défense, du secret médical ou du secret des relations avocat-client, comme on l'a vu. Juste un point, il n'y a pas d'immunité pénale en cas de mauvaise foi, en cas de connaissance de la fausseté des informations divulguées. Dans ce cas, des poursuites pour dénonciation calomnieuse pourraient être envisagées. Il doit y avoir une garantie de confidentialité. La divulgation de l'identité du lanceur d'alerte sans son accord est pénalement sanctionnée. Il en est de même en cas de divulgation de l'identité des personnes mises en cause et des faits révélés avant que soit établi le caractère fondé de l'alerte. Et enfin, il y a des sanctions civiles et pénales prévues pour obstacle de quelque façon que ce soit au signalement ou pour procédure abusive en diffamation contre le lanceur d'alerte. La loi de vigilance, sans surprise, mais il n'y a pas de protection explicitement prévue. Ça, c'est un point à mettre en place lors de la concertation prévue avec les organisations syndicales représentatives dans la dite société comme indiqué précédemment. J'en viens à ma deuxième partie, donc sur une partie sur les pratiques et les recommandations. Là, quelle que soit la législation,
Quelques recommandations un peu générales. Le mécanisme d'alerte, de signalement, doit être très accessible, c'est-à-dire il doit être connu à la fois des salariés, traduit dans toutes les langues de la société. Ça peut être une boîte mail, mais alors pas uniquement, parce que dans certains cas, la barrière de l'écrit ou de l'accès à Internet peut être un frein. Donc, il faut aussi envisager d'autres mécanismes. Le téléphone peut être adapté dans certains cas. Donc, le mécanisme doit être très accessible, y compris aux parties prenantes externes dans le cas de la loi de devoir de vigilance. Du coup, l'entreprise doit être proactive, faire connaître son mécanisme d'alerte. Le mécanisme doit être transparent, la clarté, enfin la procédure doit être claire, prévisible. On doit savoir comment ça va se passer si on fait un signalement. Il doit y avoir également un calendrier précis. Ça fait partie de la prévisibilité du mécanisme avec une durée de traitement des signalements qui doit être connue à l'avance. Le périmètre doit être précisé, c'est-à-dire dans le cas de la loi devoir de vigilance, c'est tous les risques afférents aux droits de l'homme, santé, sécurité, environnement qui doivent être couverts. La question peut se poser aussi d'établir deux mécanismes différents dans le cas de la loi devoir de vigilance, un pour les risques, un pour quand les atteintes sont avérées. Il doit y avoir bien spécifié quelle est la protection des lanceurs d'alerte par rapport aux représailles, mais aussi l'information communiquée. C'est à la fois pour protéger le lanceur d'alerte, mais aussi pour prévenir la destruction de preuves. Le mécanisme, il doit être centralisé au niveau de la maison mère. On parle d'un mécanisme, la loi parle d'un mécanisme. En même temps, il paraît logique d'avoir un local. Le mécanisme, en fait, il doit être revu régulièrement, testé, suivi pour s'assurer qu'il corresponde, qu'il soit effectif, en fait, efficace et effectif. Voilà, donc c'est dans cette logique aussi que les organisations syndicales, les représentants des salariés doivent être absolument associés. Dans le cas de la loi devoir de vigilance, la question se pose souvent de est-ce qu'une entreprise peut avoir un seul et même outil pour répondre aux deux exigences législatives de Sapin 2 et de la loi devoir de vigilance. Le mécanisme peut tout à fait être le même, mais dans le cas de la loi devoir de vigilance, il doit être absolument accessible aux parties prenantes externes. Donc, ça peut poser des questions à l'entreprise. Je vais terminer par des recommandations plus sur le plan syndical. Nous, ce qu'on recommande à nos équipes, c'est de négocier le dispositif d'alerte. Les conditions de mise en place du dispositif d'alerte sont un sujet possible de négociation. Certaines entreprises se sont déjà emparées. J'ai l'exemple d'une entreprise de conseil agro-environnemental qui s'appelle Auréa, qui a récemment signé un accord en début de mois. Les accords cadres internationaux peuvent représenter un modèle pertinent parce qu'ils contiennent des dispositions sur les modalités et l'organisation du suivi sur le règlement des différends. Donc, ça peut être dans le cadre de l'accord cadre international négocié par l'entreprise que peut figurer le mécanisme d'alerte et son suivi, qui est très important aussi, parce que ce n'est pas un mécanisme qui doit être établi une fois pour toutes. Une recommandation aussi, c'est bien sûr d'informer, de consulter, d'associer au maximum les représentants des salariés. C'est à cette condition qu'on a des mécanismes qui sont adaptés, qui sont efficaces. Les salariés sont les mieux à même de connaître les pratiques de terrain de leur entreprise. Et du coup, il est absolument important de les associer. C'est dans ce cadre qu'on avait demandé à ce que la loi de vigilance intègre ce point-là, et donc c'est le cas actuellement. Donc comment ? En fait, les CSE doivent être directement impliqués dans l'information sur le code de conduite, sur le dispositif d'alerte.
Si le mécanisme d'alerte est rattaché au règlement intérieur, comme le demande la loi Sapin, ben dans ces cas-là, ça fait partie de l'infoconsulte des institutions représentatives du personnel. Les représentants des salariés, eux, ils peuvent veiller à la qualité, à la réalité, à la régularité de la diffusion de la procédure. Se pose la question de la formation de toutes les lignes hiérarchiques de l'entreprise. Tout le monde doit absolument être au courant de la procédure d'alerte, de qui, comment, quoi. Les représentants des salariés peuvent veiller aussi au respect de la protection des données personnelles par rapport à la CNIL. Donc, bon, je ne détaille pas ce point-là. Ils peuvent également veiller au suivi régulier, à l'efficacité du dispositif, et puis aussi proposer des améliorations aussi, le cas échéant. La même chose pour les instances européennes ou mondiales, les comités d'entreprise européens, les comités de groupe ou comités de sociétés européennes. Il s'agit de les impliquer, de les informer, qu'ils soient réellement partie prenante de l'élaboration et du suivi des mécanismes. Et enfin, s'appuyer sur les administrateurs salariés qui ont une voix délibérative au conseil d'administration. Les administrateurs salariés peuvent questionner la stratégie du groupe, peuvent s'assurer que le mécanisme corresponde aux besoins et soit adapté à ce qui est demandé dans ces deux législations. En guise de conclusion, je voudrais signaler deux choses, deux avancées récentes en fait vers la protection des lanceurs d'alerte. Alors, l'une concerne la France. À l'automne dernier, il y a une maison qui s'est ouverte, la Maison des lanceurs d'alerte, à l'initiative de 17 organisations de la société civile dont la CFDT fait partie. Sa mission, c'est accompagner, protéger les lanceurs d'alerte, leur offrir un accompagnement juridique et surtout mutualiser les moyens par rapport à l'isolement auquel sont confrontés les lanceurs d'alerte. Là, tout récemment, en début de semaine, le Parlement a adopté une directive européenne pour la protection des lanceurs d'alerte et ça, c'est une avancée hyper positive vers une harmonisation au niveau européen de la protection des lanceurs d'alerte en Europe. Il n'y avait que 10 pays qui étaient dotés d'une législation renforcée pour les lanceurs d'alerte. Du coup, là, ça va permettre d'avoir une harmonisation au niveau de l'Union. Et une des avancées pour nous, c'est qu'en fait, le lanceur d'alerte ne va pas être obligé de saisir en premier lieu la voie interne, comme c'est le cas dans Sapin 2, on l'a vu en début de présentation, mais ils pourront également saisir les autorités compétentes à l'externe, médiatiser l'alerte. Et donc ça, c'est extrêmement positif parce que souvent, l'interne, c'est l'organisation délictueuse, l'interne est incriminé. Et du coup, pour nous, pour la CFDT, c'était une vraie limite de la loi Sapin 2. Donc, vraisemblablement, la France devra, en transposant la directive, on l'espère, modifier rapidement ce point. Voilà, donc, et donc sur la question de l'association des salariés, l'association des représentants, les entreprises qui ont publié leur plan de vigilance depuis 2 ans mentionnent que trop rarement, en fait, l'association des représentants des travailleurs. Donc ça, c'est un point sur lequel on va continuer à être extrêmement mobilisés avec nos équipes parce que c'est une vraie lacune des plans de vigilance présentés par les entreprises.